apparemment, il faut que j'en fasse une deuxième vidéo, puisqu'on m'a encore appris quelques trucs et que j'ai eu quelques questions intéressantes qui ont surgi l'autre jour. Du coup, je voulais vous donner des explications un peu plus précises sur les points qui ont été soulevés. Alors, la première chose, c'est sur le bilan des achats. Déjà, j'ai fait un tableau pour récapituler un petit peu les achats qui avaient été mentionnés pendant la vidéo précédente pour qu'on puisse un petit peu regarder les choses de manière consolidée et pas seulement d'une année sur l'autre. C'était intéressant de le faire comme ça. Donc c'est les mêmes données que vous avez vues dans la vidéo précédente, mais cette fois-ci regroupées pour les 5 années dont on a parlé de 2016 à 2021. Donc ce qu'on voit dans ce tableau, c'est donc le prix d'achat des joueurs au moment où ils ont été achetés, le prix de revente des joueurs éventuellement dans le cas où ils ont été revendus. Pour ceux qui n'ont pas encore été revendus, le résidu, c'est-à-dire la valeur qu'on attribue aux joueurs qui sont encore dans l'effectif à ce moment présent, et puis le gain qu'on a pu observer entre soit le prix d'achat et la valeur de revente, soit le prix d'achat et la valeur résiduelle. Donc on voit apparaître là des gains ou des pertes, le cas échéant. On le voit d'un côté pour les achats de paris d'avenir, donc des joueurs qui sont arrivés à l'OM avant d'avoir 25 ans, et de l'autre côté, des achats de joueurs confirmés, des joueurs qui sont arrivés à l'OM après avoir eu 25 ans. Donc on a essayé d'établir une comparaison. L'objectif de cette comparaison est d'évaluer un petit peu les stratégies entre une stratégie qui est basée sur l'achat de joueurs confirmés et une stratégie qui est basée sur des paris d'avenir. Sachant qu'on a fait un peu un mélange des deux depuis l'arrivée de Franck McCourt ou un petit peu avant, donc ça nous permet de regarder dans le rétroviseur un peu ce qu'on a eu comme résultat sur chacune de ces deux stratégies. Alors la première chose, c'est qu'on a regardé un petit peu les flops qu'il y avait pu y avoir. Parmi les paris d'avenir, il y a eu deux gros flops, c'est Radonjic et dans une certaine mesure NG, qui n'a quand même pas été très reluisante pour ces 7 millions d'euros d'investissement. Du côté des joueurs confirmés, on a plus de flops finalement. On a 7 joueurs qui ont été vraiment très décevants dans le lot, dont Strootman, Mitroglou, Benedetto, Germain, Rami, Sertic et Ubocan. Donc on peut voir qu'en tout cas les joueurs confirmés n'offrent en fait pas tellement plus de garanties que les paris d'avenir en regardant ça de près. On peut aussi voir que parmi toutes les plus-values qui ont été réalisées sur les joueurs achetés récemment, il y a une seule plus-value sur un joueur qui a été à la fois acheté sous la mandature Jacques-Henri Hérault et revendu sous la mandature Jacques-Henri Hérault. Il s'agit de Morgan Sanson. S'agissant des joueurs confirmés, on n'a jamais eu une seule plus-value sur tous les joueurs qu'on a achetés pendant cette période-là, sur des joueurs qu'on a achetés déjà confirmés, en tout cas pour ceux qu'on a payés. Sanson, c'est donc le seul joueur qui a été acheté et revendu sous la mandature de JHE. On a aussi Luis Gustavo, du côté des joueurs confirmés, qui a été acheté et revendu sous la mandature JHE. Mais en tout cas, Sanson, c'est le seul sur lequel on a fait une plus-value. On a beaucoup de joueurs qui ont été achetés pour finalement repartir libres, qu'on voit apparaître dans la partie de gauche du tableau avec des joueurs comme Thauvin et Raoui. Et puis dans la partie joueurs confirmés, on voit Mitroglou, Germain, Rami, Sertic, et bien entendu il y en a d'autres parmi ceux qu'on n'a pas payés, donc les transferts qui ne sont pas onéreux, sur lesquels on reviendra plus tard. Au total, les pertes accumulées sur les joueurs, les paris d'avenir sur un investissement de 105 millions d'euros et demi, on a perdu 22,5 millions d'euros sur ces joueurs-là, soit environ 21% du montant investi, alors que sur les joueurs confirmés, on a perdu 106 millions sur les 123 millions qu'on a investis, soit 86% du montant investi. Les paris d'avenir, donc, on arrive à recycler l'argent à hauteur de 79%, alors que dans le cas des joueurs confirmés, on ne recycle que 14% de l'argent qui est investi quand on investit dans un joueur confirmé. Quand on regarde un peu ce qui reste comme valeur marchande, les joueurs confirmés, ça ne vous surprendra pas qu'au bout de 3 à 5 ans, ils sont arrivés à des âges qui font que leur valeur résiduelle n'est plus très élevée, comme on le voit pour des joueurs comme Payet, Strootman, Mandanda ou encore Alvaro, voire éventuellement pour Benedetto qui a aussi des difficultés sportives qui expliquent la baisse de valeur. Pour ce qui est des joueurs qui ont été achetés jeunes, même pour ceux qui ne sont pas des
des grands succès, comme par exemple Luis Enrique ou Radonjic, qui peuvent être des joueurs décevants, voire Jordan Amavi, c'est des joueurs qui gardent quand même une valeur résiduelle assez importante. Pour ce qui concerne Rongier et Tchaleta-Tsar, je suis parti du principe qu'ils avaient toujours à peu près la même valeur qu'ils avaient au moment où on les a achetés. Pour ce qui est des transferts de Tondia et peut-être de Marley Ake, dont on parlera tout à l'heure, vous verrez que j'ai pris pour hypothèse une valeur de 1 million d'euros pour ce tableau-là, dans la mesure où je ne voulais pas garder la valeur gonflée à 8 millions d'euros qui était apparue sur leur transfert et qui me semble hors de proportion avec la réalité. Sur le bilan maintenant des joueurs qu'on a vendus, donc là c'est un peu différent, on a fait le bilan tout à l'heure des joueurs qui ont été achetés pendant la période Jacques-Henri Hérault. Là on va voir apparaître dans ce tableau d'autres joueurs, notamment des joueurs qui ont été achetés avant la période Jacques-Henri Hérault, ou éventuellement des joueurs qui ont été achetés gratuitement et qu'on a pu revendre pour X ou Y raison qui n'apparaissaient pas dans la catégorie précédente. Ce sera intéressant de regarder notamment notre capacité à savoir vendre les joueurs qu'on achète. On peut regarder que les plus grosses plus-values, donc on a parlé tout à l'heure de la petite plus-value de 3 millions d'euros sur Sanson, qui n'est pas une des plus belles plus-values qu'on ait faites pendant cette période-là. Les belles plus-values, c'est surtout Zambo, Batshuayi, Nkoudou, Bounassar, pour 8 millions d'euros, qu'on ne voit pas sur l'image là. Et on voit aussi Ocampos 3 millions d'euros et Sanson 3 millions d'euros. Sur donc les 6 principales plus-values réalisées, il y en a 5 qui proviennent de transferts qui ont été achetés sous la période de la Brune, et un seul, donc toujours Morgan Sanson, sur lequel on a réalisé une petite plus-value de 3 millions d'euros, qui est un joueur acheté et revendu sous la période de Jacques-Henri Hérault. Quand on regarde sur la partie des joueurs confirmés, on voit qu'il y a très peu de joueurs qui ont été à la fois achetés et revendus, la plupart sont partis gratuitement. On a fait une petite plus-value quand même sur Sakai qu'on avait acheté gratuitement, entre guillemets, qu'on avait pris en fin de contrat. En revanche, on a perdu de l'argent sur Luis Gustavo et on a perdu un petit peu d'argent sur Rubo-chan. Je crois qu'on l'avait acheté 1,4 et qu'on l'a revendu 1,2 million d'euros, si j'ai bien compris les valeurs des transferts. Donc globalement, pas des joueurs sur lesquels on fait des plus-values, en tout cas les joueurs confirmés. On peut dire merci à l'équipe de recrutement qui a été beaucoup décriée à l'arrivée de Zubizarreta et de son bras droit Alberto Valentin, qui ont dit beaucoup de mal de la cellule de recrutement précédente de l'Olympique de Marseille, avec des joueurs mythiques comme Jean-Philippe Durand et Manuel Amoros qui étaient à leur tête. On peut voir là que clairement les plus belles plus-values qui ont été réalisées pendant la période de Zubizarreta et de Valentin, c'était ceux qui avaient été orchestrés au départ avec l'assentiment et la recommandation de la cellule de recrutement précédente. Donc on peut bien dire merci encore une fois à Jean-Philippe Durand et à Manuel Amoros notamment. Quand on regarde aussi, on peut voir que miser sur des jeunes, c'est manifestement beaucoup plus rentable que d'investir sur des joueurs confirmés. Sur les joueurs qu'on a achetés, donc les joueurs qu'on a payés, on fait une plus-value de plus de 100% sur près de 100% sur les 69 millions d'euros qu'on a investis pour acheter ces joueurs-là. On a réalisé une plus-value de 68,6 millions d'euros. Donc on réalise presque 100% de plus-value en moyenne sur ces joueurs-là. Alors bien entendu, ça n'inclut pas tous les départs gratuits comme celui de Thauvin, mais en tout cas, ça donne une idée qu'on peut effectivement gagner de l'argent, et même assez régulièrement, en achetant des joueurs jeunes. Alors que sur les joueurs confirmés, on voit que même sans tenir compte de ceux qui sont repartis gratuitement, ceux qu'on a réussi à revendre, c'était systématiquement ou presque avec des pertes. Maintenant, si on passe à la catégorie des prêts. Donc là, je vous ai fait une liste un peu de tous les prêts qu'on a pu avoir pendant la période Jacques-Henri Hérault-McCourt. Vous voyez que c'est une liste un peu moche, mais quand même assez complète de tous les prêts qui ont pu partir pendant ce temps-là. On voit que Raoui, Rokia et Radonjic notamment sont partis en prêt à 2 reprises. Et on peut voir aussi que parmi les options d'achat qu'on a eues, il y en a certaines qu'on a exercées et d'autres qu'on n'a pas exercées. On a exercé des options sur Ngier, Thauvin, Amavi, Alvaro, Dieng, plus récemment Milik aussi, qui doit être probablement une option exercée. On n'a pas exercé les options de Zindine Machache,
On n'a pas exercé non plus les options de Cuisance ni de Encham. On a renégocié pour Balerdi et pour l'Irola plutôt que de payer les options qui étaient prévues. Dans le cas de l'Irola, il me semble qu'on a fini par payer plus cher que ce qui était prévu sur l'option. Mais en tout cas, on a voulu négocier. On a encore des joueurs qui sont en attente de validation de leurs options d'achat, qui sont le cas de Paul Lopez, Guendouzi et Under. Du côté des ventes, alors là j'ai cherché à me creuser la tête. La seule option d'achat que j'ai l'impression qu'on a réussi à faire exercer, c'est celle de Maxime Lopez, à moins que je me trompe, mais en tout cas j'ai pas vu d'autres prêts qui aient débouché ensuite sur une. On a quelques réussites dans le lot. On a les joueurs pour lesquels on a exercé une option, comme Thauvin, Alvaro, Dieng, Milik, Lopez, Guendouzi et Under. On a ceux pour qui on a fini par quand même vouloir conclure un transfert, comme Balerdi et Lirola. Puis on a aussi quelques joueurs qui ont finalement pas été des réussites complètes, malgré le fait qu'on ait pu les prendre en prêt pour les tester, comme Amavi et NJ. On a des déceptions aussi, avec des performances insuffisantes pour Machache, Leia Iseka, Abdenour, Cuisance ou Encham. Et puis des joueurs qu'on aurait peut-être aimé transférer, mais qu'on n'a pas fini par transférer pour diverses raisons, principalement financières, comme c'est le cas de Gomis et Vainqueur pour les joueurs du passé. Et éventuellement, on pourrait aussi prendre en considération Saliba et Harit, à voir d'ici la fin de la saison si on arrive à concrétiser l'achat de ces joueurs-là. Mais pour l'instant, ça semble plutôt compromis, Saliba étant probablement trop cher pour nous. Et Amin Harit, faudra encore qu'il valide son année, parce que pour l'instant, c'est pas complètement convaincant sur le plan de la réussite de son prêt. Donc je ne sais pas si l'OM sera volontaire pour acheter Amin Harit à la fin de la saison, et le cas échéant, si on arrivera à trouver un accord dans des prix qui sont convenables pour nous. On a vu aussi qu'on pouvait avoir d'autres raisons d'utiliser des prêts, comme par exemple pour, en dernier recours, permettre à un joueur qui floppe complètement à l'OM de se relancer. On a les cas de Bochan, Doria, mal écrit, pardon, Mitroglou, Sertic, Strootman, Radonjic ou Benedetto. Des prêts qui peuvent être utilisés comme tremplin pour permettre à des jeunes de se lancer dans le grand bain. Ça a pu être le cas de Julien Fabry, de Sparagna, Aloé, Brice Nlaté, Andonian, Sarri, Rokia, Ali Mohamed, Amadou Dia. Cette année, on a Lucas Perrin, Richard Richard, Flipono, Ahmed et Pedro Ruiz Delgado qui sont en prêt. Donc, des occasions pour eux de connaître un peu le haut niveau et peut-être de se montrer pour revenir au club. On a aussi des prêts qui peuvent être utilisés comme tremplin vers un transfert futur. Ça a été le cas de Ocampos, en tout cas la première fois qu'il est parti au Genoa au départ, on pensait que ce serait vraisemblablement dans l'optique d'un transfert, même si ça ne s'est pas fait. Raoui aussi, les deux fois qu'il est parti en prêt, c'était en vue éventuellement d'être transféré par la suite, même si ça ne s'est pas fait. Maxime Lopez, ça s'est concrétisé. Et puis Lucas Perrin, pardon, Lucas Perrin qui est actuellement en prêt à Strasbourg et qui a une option d'achat assez faible. Et vu les performances qu'il fait jusqu'à maintenant, il y a de bonnes chances quand même que Lucas Perrin valide son prêt à Strasbourg par un transfert. C'est tout le mal qu'on lui souhaite d'ailleurs si il n'a pas vraiment d'avenir à l'Olympique de Marseille, comme c'était le cas en tout cas la dernière fois qu'il est passé au club. On verra si l'été prochain, la direction sportive considère que finalement, Lucas Perrin, il faut le garder. Sur le bilan des prêts jusqu'à maintenant, on a des points positifs, c'est qu'on a eu des joueurs gratuits en temps de crise, comme Vainqueur et Gomis. On a eu l'opportunité d'évaluer des prospects avant de les acheter, comme Cuisance et Encham qu'on a décidé de ne pas acheter, Balerdi et Lirola qu'on a décidé d'acheter, et puis NJ qu'on a décidé d'acheter, peut-être qu'on a regretté par la suite. On a la possibilité d'échelonner des paiements sur les transferts et de faire des montages un petit peu sophistiqués dans le temps, ce qu'on a fait sur Florian Thauvin, puis sur Milik plus récemment. On a aussi la possibilité de donner un petit peu de temps de jeu à des espoirs en marge de l'équipe première, comme Aloé, Sparagna, Fabri ou Ruiz Delgado. Alors on a peu de transferts sortants qui sont conclus après un prêt, donc on a seulement le cas de Maxime Lopez à valider de ce côté-là. On a peu d'exemples non plus positifs de joueurs qui soient partis en prêt et qui sont revenus ensuite s'intégrer dans l'équipe et s'installer comme des titulaires.
On a quand même fait une erreur de casting, c'est NGA, malgré le fait qu'on l'avait eu en prêt au préalable et que donc on l'avait normalement testé. Et puis, on a le cas de Abdenour qui nous rappelle quand même que même quand le transfert est gratuit ou qu'on a un prêt quasiment gratuit, on paye quand même des salaires qui peuvent être très élevés et que quand le joueur n'est vraiment pas à la hauteur, eh ben, ça peut quand même peser lourd sur les finances. Pour ce qui est des transferts gratuits, on a recruté un certain nombre de transferts gratuits pendant la période Jacques-Henri Hérault, ou surtout peut-être les joueurs qui sont arrivés juste avant l'arrivée de McCourt et Jacques-Henri Hérault. On a aussi un certain nombre de joueurs qui sont partis gratuitement pendant cette période-là. Je voulais rentrer un petit peu dans le détail de ce que ça a voulu dire à ce niveau-là. On a différentes catégories parmi ces joueurs-là. On a des joueurs qui sont pas chers mais qui ont bien dépanné, comme Sakai, Fanny ou Nagatomo, qui ont quand même rendu des bons services. On a des achats d'opportunités où on est tombé sur des situations un peu particulières avec des joueurs qui étaient en conflit avec leur club précédent, comme c'est le cas de Balotelli ou Gay. C'est aussi le cas de Franck Ribéry, si on remonte un peu plus loin dans le temps, qui est un joueur qu'on a réussi à récupérer sur le dos d'un désaccord contractuel qu'il avait avec son club précédent. On a aussi des jeunes à développer, donc là c'est tout nouveau avec Longoria. On a Ghebreyesus, là il y a des sources qui diffèrent. Certaines sources disent qu'on a payé 1 million d'euros, d'autres qu'on l'a eu gratuitement. Donc là j'ai un doute quant au fait que c'est un transfert gratuit. En tout cas c'est un pari pas cher sur un joueur très jeune, ce qui n'est pas forcément ce qu'on avait l'habitude de faire avec la mandature précédente de Zubizarreta et Jacques-Henri Hérault. Donc avec Longoria, on a aussi Pedro Ruiz Delgado qu'on est allé piocher au Real Madrid gratuitement, qui semble être un espoir intéressant. Donc lui aussi, on va le surveiller de près. On a aussi fait 2 flops retentissants, si mes calculs sont bons, Henri Bedimo et Patrice Evra, qui sont arrivés au club, d'ailleurs tous les deux au même poste d'arrière gauche, qui pose toujours problème. Et même si on a eu peut-être 1 ou 2 bons matchs de Patrice Evra quand même sur les 8 mois qu'il est resté au club, globalement, c'était un énorme flop et financièrement une catastrophe. Et Henri Bedimo, c'était encore pire. Je crois qu'on l'a pratiquement jamais vu faire un match correct à Marseille. Parmi les joueurs qui sont partis gratuitement, on peut voir un peu différents types de contrats. On a bien sûr des jeunes joueurs qu'on a libérés en fin de formation parce qu'ils n'étaient pas souhaités par l'équipe, en tout cas qu'ils n'avaient pas de place en équipe première immédiatement. C'est le cas des gardiens Brice Samba et Julien Fabry notamment. C'est le cas aussi de défenseurs comme Aloé et Sparagna ou Rokia. C'est le cas de milieux comme Florent Chabrol, et puis d'un attaquant comme Vincent Clemente ou Bilal Omrani, qui ensuite sont allés chacun de leur côté s'épanouir plutôt en deuxième division ou dans des catégories inférieures. Je ne crois pas qu'il y en ait un parmi ces joueurs-là qui soit établi en Ligue 1 ou dans un très bon club aujourd'hui. Donc ça montre qu'on ne s'est pas complètement trompé en les laissant partir. On a aussi des choix sportifs assumés comme Abou Diaby, malheureusement, c'était un choix sportif un peu douloureux parce que c'était principalement parce qu'il était physiquement pas apte à la pratique du football qu'on a été obligé de le libérer. Et puis pour les autres, c'était plutôt des problèmes sportifs, des joueurs qui ne donnaient pas satisfaction, comme Oubochan, Mitroglou, Germain ou Khaoui. On a des joueurs qui arrivaient plutôt à la fin de leur aventure marseillaise, en ayant déjà largement passé la trentaine et en étant plutôt sur le fin de leur carrière, comme Alexis Romao, Rolando, Rami, Johan Pelé, Nagatomo ou Grégory Sertic. Sertic qui avait en plus le mérite d'être un gros flop. On avait Nkoulou, Thauvin et Balotelli qui là sont des fins de contrat où on n'a peut-être pas su les prolonger, on n'a pas eu la bonne offre à leur faire, on n'a pas su non plus les vendre à temps pour ne pas les laisser partir gratuitement. Donc ça c'est des leçons retenues. Mais personnellement, quand j'ai fait ce bilan-là, je m'attendais à pire sur le plan des fins de contrat mal maîtrisées. Je pense que j'avais l'impression qu'on en avait laissé partir plus que ça. Et en fait, c'est pas si mal que ça finalement sur 5 ou 6 ans d'avoir 3 joueurs sur lesquels on n'a pas vraiment su se mettre d'accord sur leur prolongation.